Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Invitée aujourd'hui Marine Le Pen, présidente du RN, députée du Pas-de-Calais. Le Rassemblement national mise beaucoup sur les élections européennes du mois de mai pour s'imposer comme adversaire principal à Emmanuel Macron. Mais la campagne est en partie recouverte par le grand débat. Beaucoup de sujets sont sur la table. Et puis côté Europe, il y a les Britanniques qui n'arrivent pas à se sortir du Brexit. Victor Hugo mettait en garde, une guerre entre Européens est une guerre civile. En attendant, ce sont parfois des scènes de guerre civile qu'on a vécues hier à Paris lors du 18e samedi des Gilets jaunes. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On va commencer par ça, évidemment. Hier, la manifestation des Gilets jaunes, 32 300 manifestants partout en France pour le 18e samedi consécutif. Une mobilisation un peu en hausse, mais aussi des violences à Paris. Beaucoup de dégâts sur les Champs-Élysées, des magasins, des banques pillées. La maire de Paris demande des explications au gouvernement. Une cellule de crise s'est réunie hier soir au ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron a écourté son week-end qu'il avait prévu à la montagne. 200 personnes ont été placées en garde à vue. Vous, aujourd'hui, en ce dimanche, qu'est-ce que vous réclamez à Emmanuel Macron? Des explications, des éclaircissements sur ce qui s'est passé? Je réclame toujours la même chose, depuis en réalité 18 semaines. C'est très long, 18 semaines. Je réclame qu'il opère la dissolution de ces groupuscules d'extrême gauche qui sont connus, qui œuvrent, hélas, en cassant tout, en brûlant tout, en s'attaquant à des cibles qui sont des cibles extrêmement précises et qui correspondent à leur agenda révolutionnaire, anarchiste. Ils avaient déjà tout cassé à Paris le 1er mai 2018, souvenez-vous, mais ils ont aussi tout cassé à Nantes, à Rennes, à de multiples reprises. Mais est-ce que dissoudre... Et on a le sentiment, si vous voulez, qu'ils agissent en toute impunité. Voilà, il y a un sentiment d'impunité pour ces casseurs d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que le gouvernement laisse faire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu énormément d'arrestations dans les 18 dernières manifestations, mais qu'il semblerait que les arrestations de ces casseurs professionnels, ils n'arrivent pas à les faire. Or, ils savent qui ils sont. Je le sais moi-même, pour avoir des contacts avec les services de renseignement, ces groupuscules sont connus, y compris lorsqu'ils viennent de l'étranger, car hier, il y avait aussi des gens qui venaient de l'étranger, comme à chaque fois, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Belgique, qui viennent des Pays-Bas. Ce sont, encore une fois, des organisations anarchistes qui sont connues. Éric Ciotti, pour les Républicains, dit même, il va un peu plus loin que vous, il dit, on se demande si ça n'arrange pas le gouvernement. Est-ce que vous irez jusque-là, vous? On peut se poser la question, oui, on peut se poser la question pour une raison simple, c'est que si vous voulez, Emmanuel Macron a eu le sentiment qu'il avait remonté dans les sondages lorsqu'il y avait eu toutes ces exactions parce qu'il souhaitait incarner l'ordre. Mais à force de vouloir incarner l'ordre, il laisse en réalité le désordre se disséminer semaine après semaine avec les conséquences qui peuvent être gravissimes. Parce que incendier un immeuble d'habitation, je le dis et je le répète, c'est un acte criminel, c'est passible de la cour d'assises. Donc ce ne sont pas seulement des échauffourées, ce sont encore une fois des méthodes qui sont connues. Il y a un autre problème quand même, c'est que ces manifestations sont interdites. Et en tout cas, elles ne sont pas interdites, elles ne sont pas autorisées. Il n'y a pas de parcours délimité, c'est des manifestations sauvages. Est-ce qu'il est possible, par exemple, de les interdire en amont ? Mais je suis contre l'interdiction en amont, c'est voilà, la loi Casseur. Mais c'est bien le problème. Mais oui, mais parce que je suis désolée, mais nous avons une constitution avec des droits. Et notre droit, c'est le droit de manifester, entre autres. En revanche, ne me dites pas que l'on ne peut pas cibler ces casseurs que l'on connaît, qui ont des fiches de police, dont on connaît les noms, les prénoms, le nom et les prénoms des parents, où est-ce qu'ils habitent, quel est leur cercle dans lequel ils évoluent, on peut évidemment les détecter et engager des procédures contre eux. Vous parliez du 1er mai tout de suite. Sur votre compte Twitter hier, pour dénoncer ce qui s'est passé hier à Paris, vous avez publié une photo de cagoulés noirs du 1er mai. Pourquoi avoir ressorti cette photo du 1er mai? Les Black Blocs détruisent, brûlent, violentent, toujours en toute impunité. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, à chaque manifestation, on les voit arriver. On les a vus aussi dans les universités, tout casser sur leur passage. Donc, est-ce que le président de la République va enfin s'engager à mettre fin, d'abord par des dissolutions, parce qu'il a opéré la dissolution de toute une série de groupuscules. Dissolution, est-ce que ça empêche les gens de venir manifester cagoulés ou armés, parce qu'ils peuvent venir sous d'autres formes et sous d'autres identités, Oui, dire. Ça empêche. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement a pris des décisions de dissolution à l'égard de toute une série de groupuscules d'ultra-droite. Alors, c'est bien de le faire, mais il faut aussi le faire pour l'ultra-gauche.
Si vous allez sur les sites internet de ces mouvements dits antifa, en réalité fascistes, parce que leur comportement est un comportement fasciste, eh bien vous vous apercevrez que toute leur logorée est une logorée qui tourne autour de la violence comme seul moyen d'action. Un mot sur la nouvelle loi anti-casseurs. Vous n'avez pas voté. Vous considériez même à l'époque que c'était une loi anti-gilets jaunes. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui? Mais bien sûr, mais ça n'a rien... Vous savez, encore une fois, une Vous loi, elle soutenez n'est pas toujours là... les gilets jaunes, par ailleurs? Mais une loi, elle n'est pas là pour répondre à un événement, surtout quand elle tape à côté, en réalité, de la cible. Vous soutenez toujours les gilets jaunes? Oui, mais je soutiens les gilets jaunes. Je soutiens les Français qui pacifiquement se réunissent, comme ils le font dans toute une série de villes en province, car vous focalisez, si vous voulez, sur Paris, parce qu'évidemment, ça fait de l'audience. Mais la réalité, c'est qu'il y a des dizaines de manifestations qui se déroulent dans les villes en province, qui se déroulent de manière pacifique, de la part de Français qui n'arrivent plus à vivre de leur travail et qui viennent dire arrêtez l'hyperfiscalité, arrêtez l'injustice du système économique qui a été mis en œuvre par Emmanuel Macron. Hier, en tout cas, il y avait d'autres manifestations pour le climat, par exemple, la marche du siècle. On va revenir aussi sur la tuerie de Christchurch qui a fait 50 morts en Nouvelle-Zélande et le Brexit, le feuilleton qui s'éternise. Une marée humaine pour réclamer un engagement fort sur le climat. C'est en famille que l'on est venu manifester. Je prends le moins possible la voiture, le plus possible les transports en commun, vélo, à pied, recyclage, tri, etc. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. La pire attaque qu'ait connue le pays. La Nouvelle-Zélande vient d'être la cible d'une attaque terroriste. 2 mosquées frappées en pleine prière du vendredi. Le tireur de Christchurch serait imprégné d'une idéologie raciste et anti-musulmane. Sur Internet, il a publié ce manifeste, 74 pages, intitulé « Le grand remplacement ». L'homme décrit les étapes de sa radicalisation. Il évoque ensuite l'élection présidentielle française et sa déception lorsqu'Emmanuel Macron l'emporte face à Marine Le Pen. Mais ce qui le décide aussi à commettre cette attaque... Le déclic final fut l'observation de l'état des villes et des villages français. Où que j'aille, les envahisseurs étaient là. L'attaquant présumé explique avoir préparé son geste pendant 2 ans. Il a été inculpé pour meurtre. Soyons clairs. Voter contre un départ sans accord et pour une prolongation ne résout pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés. À la Chambre des communes, 3e et dernier vote de la semaine des députés britanniques. 312. Ils ont décidé d'un report de la date du Brexit et, plus surprenant, d'un nouveau vote la semaine prochaine sur l'accord de retrait de l'Union. Un scénario qui prolonge l'incertitude, mais pour l'Union européenne, le temps presse. La situation est grave. Il faut se préparer à cette option que nous ne souhaitons pas, une sortie sans accord. Marine Le Pen, on va commencer par la marche du siècle, la marche pour le climat. Il y avait beaucoup de monde dans les rues hier. Vous n'aviez pas appelé forcément spécialement à manifester. On a même l'impression que vous n'êtes pas dans ce mouvement. Est-ce que vous n'êtes pas en train de passer à côté de quelque chose? Ah non, absolument pas. En revanche, permettez-moi de vous dire que toutes ces manifestations qui ont suivi un appel à la grève contre le climat me font penser à Xerxès, vous savez, le roi des Perses qui avait condamné la mer à être flagellée 300 fois à cause d'une tempête. Ce que je veux dire, c'est qu'un certain nombre des gens qui sont ici, qui sont en train de manifester contre le climat, ce qui paraît assez étonnant comme formulation, ou qui poussent des enfants à faire grève, ce que je trouve plus problématique, parce que l'embastillement des enfants, j'aime pas bien ça, moi, quel que soit le sujet. Ils ne veulent pas remettre en cause le modèle économique qui est le leur et qu'ils ont imposé depuis 30 ans. J'ai vu des gens du Parti socialiste, j'ai vu des gens du Parti communiste. Mais ces gens-là, ils ont été au pouvoir et ils ont été d'accord avec tout ce modèle économique qui est un modèle économique ravageur, qui est l'ultralibéralisme, qui est la multiplication des accords de libre-échange avec le monde entier, qui est la mise en concurrence avec la poursuite du moins-disant social, du moins-disant environnemental. Sur ce mouvement, et donc je viens leur dire... Il y avait des gilets jaunes aussi hier. Oui, non, mais tout le monde met un gilet jaune maintenant. Mais en l'occurrence, je viens leur dire, attention, si vous voulez sauver la planète, si vous voulez sauver le climat, alors il faut remettre en cause le modèle économique ultralibéral. C'est un défi que vous leur soumettez. Oui. Vous êtes prête à le remettre en cause, le modèle libéral? Vous êtes prête à le remettre en cause? Parce que si la solution, pardonnez-moi, si la solution
c'est d'augmenter encore la taxe carbone, comme le gouvernement Macron envisage de le faire dès le mois de janvier prochain, car il ne l'a que suspendue durant 1 an, pour mettre en place une écologie punitive, alors on passe totalement à côté de la plaque. Notre solution à nous, c'est le localisme, c'est-à-dire relocaliser les productions pour éviter qu'on aille chercher très peu cher, fabriqué avec des esclaves à l'autre bout de la planète pour vendre aujourd'hui à nos chômeurs parce qu'ils ont perdu leur travail du fait de ce dumping de sécurité sanitaire. L'égérie de ce mouvement, c'est une Suédoise, Greta Thunberg. La voilà. Est-ce qu'elle vous épate? Elle réussit à mettre tout ce monde-là dans la rue? Non, mais ça, c'est une... Enfin, à chaque fois, on trouve toujours un visage pour pouvoir représenter. D'ailleurs, le président de la République s'est précipité pour la recevoir tout au honte. Vous ne la recevriez pas, vous? Tout au honte à l'Élysée, histoire de se repeindre en vert au passage en disant, vous voyez, vous ne la recevriez pas. Comme je suis écologiste. Non, je ne me soumets pas à ce genre de vous mode. Vous vous méfiez? De mode. Écoutez, en tout cas, ce que je sais, si vous voulez, c'est que ce sont des domaines dans lesquels il y a un lobbyisme qui est très fort d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, par exemple, il y a quelque chose qui m'étonne. Dans toute une série d'ONG qui ont porté plainte contre l'État, vous savez, j'ai eu l'occasion de dire ce que j'en pense, j'étais en désaccord avec cela, ce sont toute une série d'ONG qui, notamment, luttent contre le nucléaire. Alors, je pense qu'il faut être cohérent. Car en réalité, le nucléaire est une énergie décarbonée. C'est grâce au nucléaire que la France peut aligner des résultats dans ce domaine qui sont quasiment les meilleurs du monde. Alors, je voudrais être méfiante et en tout cas attirer l'attention des téléspectateurs. Soyons méfiants. Ces domaines-là de l'énergie sont notamment des domaines où la guerre de l'information et donc la manipulation de l'information peut être le plus important. Vous dites qu'ils manipulent, que ces ONG, par exemple, manipulent. En tout cas, oui, ils manipulent. C'est fake news contre fake news. Non, mais c'est pas fake news. Ils font avancer un calendrier qui est un calendrier, pour une partie d'entre eux, qui est un calendrier anti-nucléaire. Mais encore une fois, aller contre le nucléaire en disant qu'on fait de l'écologie, je crois que ça n'est pas cohérent, car les solutions qu'ils proposent, et notamment les éoliennes, parlons-en par exemple, les éoliennes, c'est profondément anti-écologique. C'est une épouvante visuelle, c'est sur le plan des coûts considérables. Tous les Français payent leurs factures. Il y a un surplus qui est dû à ce choix des éoliennes. Et puis, écologiquement parlant, il faudrait qu'on parle aussi de comment est-ce qu'on les démonte et comment est-ce qu'on les recycle. Ça, c'est un autre chantier, c'est le moment de le dire. On va parler de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Dans un manifeste qu'il a laissé, l'homme fait référence aux théories du grand remplacement de Renaud Camus. Le grand remplacement, est-ce que ce sont des théories qui existent au Rassemblement national, le grand remplacement? Non, mais d'abord, je ne sais pas, je ne connais pas cette théorie du grand remplacement. Vous la réfutez, vous? Il y a des gens, moi je n'ai jamais utilisé ce terme-là, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a des gens dans vos rangs qui pensent à ça? Non, mais monsieur, dans ce manifeste, d'abord, permettez-moi de vous dire ce que je pense de cet épouvantable attentat. Ce barbare qui a commis cet attentat. Qui cite votre nom. Et qui a tué, non mais il cite aussi celui d'Emmanuel Macron, enfin il cite beaucoup de gens et beaucoup de choses et n'importe quoi d'ailleurs dans son manifeste. Il était déçu par votre défaite à la présidentielle. Non, il dit qu'il a été déçu par l'élection d'Emmanuel Macron. Et par votre défaite. Mais il dit aussi qu'il est pour la défense du climat et que son acte vise à éviter la surpopulation. Est-ce que pour ça, vous permettriez objectivement de faire un lien entre ce barbare et les gens qui ont manifesté hier pour le climat? Non. Alors, je vous en supplie, raison gardée dans ce type de domaine. Cet homme ne vaut pas mieux que Daesh, il ne vaut pas mieux qu'eux. Et moi, je tiens à dire qu'au Rassemblement national, nous n'avons jamais lutté contre les musulmans. Nous ne luttons pas d'ailleurs, non pas contre l'islam, qui est une religion, nous luttons contre le fondamentalisme islamiste, qui est une idéologie qui a fait des centaines d'attentats dans le monde, y compris, monsieur, permettez-moi de vous le dire, contre des mosquées chiites qui sont attaquées par les fondamentalistes islamistes. Juste, vendredi, le collectif contre l'islamophobie en France a annoncé que les actes islamophobes en France ont augmenté de 52% en 2018 et que ce sont les femmes voilées qui en sont de plus en plus victimes. Est-ce que ça vous inquiète ? Le collectif contre l'islamophobie en France est un collectif de fondamentalistes islamistes. Est-ce qu'il y a de l'islamophobie en France ? Non. Est-ce qu'il y a de l'islamophobie en France ? Moi, j'en vois... Non. Où il y a de l'islamophobie ? Contre les femmes voilées, par exemple. Non, mais monsieur, le fait qu'en France, qui est un pays de valeurs, dont l'égalité entre l'homme et la femme est un principe fondamental, un certain nombre de personnes n'admettent pas l'idée
qu'on puisse voiler des petites filles de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, et même soit contre le voile, parce qu'ils considèrent que c'est exactement l'inverse de la libération de la femme, c'est une chose. Mais il n'y a pas d'islamophobie en France. Vous dites que, par exemple, on est à l'abri de ce qui s'est passé à Christchurch. Ça ne peut pas arriver en France. Que des mouvements, mais tout peut arriver partout, monsieur. Mais est-ce qu'il y a de l'islamophobie ? Car il suffit d'un barbare. Il suffit d'un homme comme celui qui a commis cet épouvantable attentat, ou que ce soit dans le monde, pour que quelque chose comme ça puisse se passer. Mais pour reprendre votre idée, il n'y a pas d'islamophobie en France. Non, il n'y a pas d'islamophobie en France, non. Je ne crois pas qu'il y ait d'islamophobie en France. Il n'y a pas de mouvement, d'ailleurs, qui, expose une théorie contre l'islam. Il y a des gens qui luttent contre le fondamentalisme islamiste. Et vous voyez, ce groupe de fondamentalistes islamistes, là, le collectif contre l'islamophobie en France, justement, lui, il cherche à empêcher toute critique du fondamentalisme islamiste en considérant que toute critique contre le fondamentalisme islamiste est islamophobe. Eh bien, moi, je m'élève contre cela et je continuerai à lutter contre le fondamentalisme islamiste. On va accueillir maintenant Frédéric Seyss, éditorialiste politique à France Culture, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Marine Le Pen, bonjour Francis. Bonjour Frédéric. Vous vous posez aujourd'hui en opposante numéro 1 d'Emmanuel Macron, forte de votre qualification au second tour de la présidentielle, la meilleure ennemie, ce que vous reprochent vos concurrents, mais qui galvanise vos militants. Pourquoi vous avez deux têtes d'affiche là ? Alors on a notre tête de liste, Jordan Bardella et Marine Le Pen. On a d'un côté la jeunesse et sa fougue, et de l'autre l'expérience et la sagesse d'une personnalité politique importante. Donc je pense que c'est un bon duo. Bonsoir monsieur, pour les élections européennes. Toute personne qui prend un tract, c'est une victoire, et toute personne qui lit, c'est ce qu'il faut. Vous le connaissez, la tête de liste ? Je connais son visage. 23 ans, vous trouvez que c'est pas trop jeune ? S'il a du caractère. C'est le début de la campagne de Marine Le Pen et elle a été plutôt bonne sur l'ensemble des débats d'ailleurs, donc même contre Nathalie Loiseau qui nous a fait une fausse annonce assez pathétique. Madame Le Pen, je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Vous avez décidé vous d'être candidate dit pour finir. Je pense qu'il faut lui décerner le César de la plus mauvaise actrice de 2019. C'est un peu emmêlé les pinceaux sur le SMIC. Ça a peut-être été mal compris par Nathalie Loiseau, mais elle s'est réexpliquée ce matin sur Twitter. Elle a dit qu'elle parlait du taux horaire européen, etc. Donc je pense qu'elle a juste été mal comprise, mais elle avait bien travaillé ses dossiers. Et elle l'a même dit, le débat de la présidentielle, elle l'a raté. Je pense qu'il est maintenant plus que temps de tourner la page. Marine Le Pen, Frédéric Seyss. Alors on le voit, les européennes, c'est dans un peu plus de 2 mois maintenant. Et on l'a vu, Nathalie Loiseau, la ministre, a déclaré sa candidature face à vous sur le plateau de France 2 il y a quelques jours. Est-ce que vous avez été surprise par cette candidature ? On vous entend dans l'émission dire vous êtes la candidate parfaite pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle est un symbole du macronisme en réalité, Madame Loiseau. Je pense que de toute sa vie, elle n'a pas croisé un électeur. Objectivement. C'est un procès d'intention, vous voulez ? Non, c'est pas un procès d'intention. En réalité, elle fait partie de ces élites qui sont totalement déconnectées du peuple. Elle a une vision de l'Union européenne qui est une vision qui consiste à la renforcer, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas tenir compte de ce que disent les Français et de ce qu'ils ont dit d'ailleurs lors du référendum en 2005. Ils ont dit on ne veut pas d'une Europe fédérale. Et elle ne cesse de proposer une Europe qui soit une Europe fédérale. Vous avez été surprise par sa déclaration ? Elle fait comme si le peuple de... n'existait pas. Vous avez été surprise par sa déclaration de candidature, malgré tout ? Oui, parce qu'objectivement, c'est vrai que c'était assez téléguidé, assez mauvais comme entrée en matière. Maintenant, je savais... Mauvaise entrée en campagne, c'est ça que vous voulez dire ? Je savais très bien qu'elle souhaitait être candidate. Mauvaise entrée en campagne. Je lui avais dit sur Twitter, d'ailleurs, je lui avais dit, n'en faites pas trop, on sait que vous voulez être candidate. C'est donc une mauvaise entrée en campagne que vous voulez dire ? C'est une assez mauvaise entrée en campagne, en effet. Et moi, je m'attendais à ce qu'elle me parle d'ailleurs d'Europe. Et en réalité, elle m'a ressorti des arguments contre moi que j'ai entendus 2 millions de fois. Alors, j'ai eu droit à l'héritière, j'ai eu droit à je ne sais plus quoi. Enfin, bon, alors justement, sur le fond. Mais sur le fond, une question précise. Il y a eu au cours de cette émission un chiffre qui a interpellé dans votre bouche. Vous avez parlé d'un SMIC horaire à 36 € en France. On a fait le calcul, ça fait 5 400 € bruts par mois. Des SMICards à ce prix-là, il
Il y en a beaucoup qui souhaiteraient l'être. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne connaissiez pas le montant du SMIC en France? Bon, écoutez, soyez gentil de m'accorder que je connais le montant du SMIC en France. Vous l'avez dit, 36 En réalité, €. il s'agissait du salaire moyen horaire en France. Que les choses soient très claires. Quel est le sens de mon explication? Le salaire C'est de dire... moyen horaire en je France redis n'est parce pas que non plus c'est pas- 36 €. Hein. Ah, le salaire moyen horaire Non. en France est de... Bah écoutez, j'ai publié sur Twitter, pardon, mais en l'occurrence, le tableau de tous les pays. Alors si Ce n'est les pas le salaire moyen du tout, c'est le coût du travail Oui, c'est ça. qui est très différent Oui, parce pardon, que ça inclut vous avez en raison. plus les Vous avez cotisations raison. patronales. C'est le coût, les et c'est impôts. d'ailleurs la seule chose qui est intéressante parce qu'en réalité, les chefs d'entreprise, eux, ce qui les intéresse, c'est le coût global. Ce qu'ils payent Donc à la c'est fin le du mois, coût charges sociales global d'entreprise. moyen en France. Et quelle est l'idée? L'idée, c'est de dire, mais vous nous parlez d'un SMIC. Mais comment voulez-vous arriver à une convergence alors que précisément, il y a tant de différences entre les différents pays au sein de l'Union européenne ou au sein d'ailleurs de la zone euro? Ça va de 1 à 10, puisque je crois que le plus gros, c'est le Danemark, le plus important, c'est le Danemark. Une quarantaine Et d'euros le plus par heure. voilà. Donc, ça n'est pas possible. Donc, de deux choses l'une. Soit on fait un SMIC pour tout le monde, et évidemment, le nôtre va baisser, ce qui serait quand même assez compliqué, parce que déjà 10 euros, 10 euros de l'heure, C'est pas l'idée d'En Marche. pas lourd. En Marche veut faire un Alors- SMIC européen. Alors, l'autre idée, c'est de faire un SMIC européen qui représente dans chacun des pays 60% du salaire médian. Le problème, c'est que ça revient exactement au même. Il y aura toujours autant de différences, puisque précisément, si vous voulez, la moyenne du coût horaire dans les différents pays va de 1 à 10. C'est un début Donc, de convergence auquel vous ne croyez pas. Mais non, bien sûr que non, parce que tant qu'il y aura des différences de 1 à 10, et en l'occurrence ce SMIC, la différence ira de 1 à 10, Donc ça ne tient pas pour vous. évidemment, il y aura encore du dumping. Alors le seul moyen, si vous voulez, pour régler ce problème-là, c'est en réalité de supprimer la directive détachement des travailleurs. Pourquoi tourner autour du pot? Supprimons la directive détachement des travailleurs. Les européennes 2014, vous avez fait 25%, votre parti, le Front National. À l'époque, si cette fois-ci vous n'êtes pas en tête, est-ce que ce sera un échec pour vous? Oui. Ce sera un échec, mais ce sera surtout un échec pour tous les Français. Ce sera un échec si vous n'êtes pas le premier. Je vais vous dire, ce Au moins, c'est honnête, c'est clair et sera net. surtout un échec pour tous les Français. Parce que si jamais Emmanuel Macron, écoutez-moi bien, arrive en tête de cette élection, il va se sentir pousser des ailes. Et objectivement, il va se dire, ça y est, je peux remettre en branle l'intégralité des réformes que je veux appliquer et qui sont des réformes qui vont passer au rabot tout notre système de protection sociale, qui vont s'attaquer demain aux futurs retraités, ces réformes vont s'attaquer demain aux cadres. Moi, je viens dire aux Français, attention, ne lui donnez pas de blanc-seing, ne le laissez pas penser qu'il a l'accord des Français pour pouvoir mener cette politique. Veut se refaire une santé aussi sur les Européens. En face de vous également, il y aura Raphaël Glucksmann, essayiste, documentariste, qui va s'allier au Parti socialiste. Le PS l'a validé hier, cet accord. Documentariste, société civile, c'est un renouvellement à gauche, ce candidat? Oui, enfin, c'est un candidat très bobo, en réalité, qui vise à parler aux bobos. Alors, le Parti socialiste a totalement rompu avec le peuple français. Il est devenu un parti bobo, avec des considérations et des centres d'intérêt bobos. Eh bien, les bobos, probablement quoi, une partie bobo, dans votre bouche, voteront on sent que c'est une insulte. pour Ça veut dire quoi, bobo, monsieur Glucksmann. Ce sont les bourgeois bohèmes. Ce sont ceux qui ont, encore une fois, des préoccupations qui ne sont pas celles de l'immense partie Visiblement des pas Français. vos électeurs. Visiblement pas vos électeurs. Ce sont ceux qui se partagent entre Emmanuel Macron et des mouvements ou des personnalités comme M. Glucksmann. Alors, au Parlement européen, le parti de votre allié hongrois, Viktor Orban, est menacé d'exclusion par le grand parti de la droite, le PPE, Parti populaire européen. S'il est exclu, est-ce que vous lui dites « bienvenue, venez siéger avec nos élus, nos futurs élus à nous » Mais M. Orban n'est pas un de nos alliés, puisque vous venez de dire précisément qu'il était dans le groupe du PPE. Non, ça mais peut changer très vite. proche. Bon, en revanche, j'ai défendu Viktor Orban dans le droit qu'il a, à la demande du peuple hongrois, de refuser d'accueillir des migrants en Hongrie. Oui, est-ce que vous lui suggérez de quitter d'ores et déjà le Parti populaire européen, avant même de je pense que de toute façon, il y aura incontestablement une grande recomposition à l'issue des futures élections. Le Parlement européen va se recomposer. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'arrive pas à trouver de point de chute, puisqu'au départ, il avait envisagé de s'allier avec les libéraux et aujourd'hui, c'est remis en cause. Nous avons un socle avec nos amis italiens de Matteo Salvini, nos
nos amis autrichiens du FPO. Nous avons un socle et nous allons tenter évidemment de réunir le plus grand nombre de nationaux, c'est-à-dire de ceux qui veulent dire à l'Union européenne, à l'Union européenne, ce sont les nations qui doivent décider et ce sont elles qui doivent coopérer. Est-ce que c'est la question il serait le bienvenu? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Une dernière question. Oui, dans son dernier livre, Philippe Devilliers, que vous connaissez bien, affirme que l'Union européenne a été fondée par les États-Unis de l'extérieur. Est-ce que vous êtes tout ou partie d'accord avec cette affirmation? En tout cas, il semblerait que son livre soit appuyé sur des documents qui sont sérieux et qui démontrent qu'au moins une partie de ceux qui ont construit l'Europe avaient des relations avec les États-Unis qui étaient des relations proches et même des relations financières extrêmement proches. Que les États-Unis, si vous voulez, se comportent comme une nation qui souhaite avoir la main ou orienter d'autres nations dans le monde, il faudrait être extrêmement naïf pour ne pas le penser, pour ne pas en être convaincu. Mais surtout, je pense que son livre, c'est de dire arrêtons de créer des icônes, arrêtons de nous expliquer que l'Union européenne, les pères fondateurs de l'Europe. Alors les pères, il n'y a pas de pères fondateurs de l'Europe, pardon. Il y a des peuples fondateurs de l'Europe. Il n'y a pas de pères, mais il y a des pères fondateurs de l'Union, en quelque sorte, de ce qui était l'ancêtre de l'Union européenne. Et ceux-là n'ont peut-être pas toutes les raisons d'être réjouis de leur bébé. Vous avez toujours, vous, demandé à ce qu'on fasse la distinction entre vie privée et vie publique en politique. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a été critiqué après des photos dans un restaurant-discothèque qui sont parues dans la presse à sensation. Est-ce qu'au nom de cette séparation vie privée, vie publique, vous soutenez le ministre de l'Intérieur ? Oui, enfin, je ne soutiens pas le ministre de l'Intérieur en aucune manière, mais je considère qu'effectivement, il faut respecter la différence entre la vie publique et la vie privée, si tant est que les responsables politiques fassent en sorte également de la préserver, cette vie privée. En tout cas, il semblerait que non, sinon les images ne se seraient pas retrouvées probablement sur les réseaux. Merci Frédéric d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique. On va parler maintenant, puisque vous évoquiez tout à l'heure, les interventions américaines sur la construction européenne. Laetitia Avia, députée porte-parole d'En Marche, a déposé une proposition de loi pour obliger les réseaux sociaux à retirer sous 24 heures les propos illicites liés à la référence religieuse, de race, de sexe, d'orientation sexuelle, etc. Elle nous a fait parvenir sa question par WhatsApp. Madame Le Pen, il y a une exacerbation des propos haineux sur Internet, racistes, antisémites, islamophobes, homophobes et j'en passe. Alors que nous nous engageons dans une lutte contre les auteurs de ces délits, que nous contraignons les plateformes étrangères à se conformer au droit français pour protéger nos concitoyens français, eh bien vous vous jetez dans les bras de puissances étrangères pour organiser vos campagnes et prenez comme conseil Steve Bannon qui a appelé à prendre le racisme et la xénophobie en badge d'honneur. Alors, ma question est simple. Quand allez-vous condamner fermement et sans réserve ces délits, quitte à contrarier un certain nombre de vos soutiens? Je vais répondre. C'est-à-dire qu'il y a une contre-vérité par demi-phrase. Alors, c'est pas facile de répondre à tout. Prenez-en une, alors. D'abord, je ne me lance pas dans les bras de quiconque. Si je travaille avec des gens qui politiquement réfléchissent à l'étranger, je pense que c'est une bonne chose et il ferait bien également d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. En Marche, M. Bannon n'a jamais tenu le moindre propos ni raciste, ni homophobe, ni rien de tout cela. Donc, tout cela est un véritable fantasme. Quant à sa loi, si vous voulez, ça part d'un bon sentiment de lutter contre la haine, toutes les haines d'ailleurs, aussi la christianophobie, aussi le racisme anti-blanc, aussi parce que j'ai l'impression qu'en Marche... Il n'y a pas d'islamophobie, mais il y a de la christianophobie. Non, mais il faut toutes en l'occurrence, si tant est qu'il y en ait, toutes, voilà, pas seulement un certain nombre. Mais il y a la loi dans notre pays. Et en matière de liberté de la presse, les limites de la liberté de la presse, c'est le juge qui les définit. Et si on commence à donner la possibilité d'interdire de manière administrative, compte tenu du peu de respect de la République En Marche pour les libertés individuelles et les grandes libertés publiques, oui, j'ai des raisons de m'inquiéter de la proposition de loi de Mme Avia. Justement, dans quelques jours sera remis un rapport sur la création d'un conseil de déontologie de l'information qui s'appliquerait aux journalistes. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre d'organisme ? Si ce sont les journalistes qui décident entre eux de faire appliquer la charte de déontologie qui existe, qui me paraît d'ailleurs assez bien rédigée, mais c'est vrai, assez peu respectée, ça me paraît être une bonne chose. Mais faut pas pour que ce soit pour rétablir une confiance à l'égard des Français, les Français étant extrêmement, sévères à l'égard de la presse aujourd'hui. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique et Catherine Matoche arrive pour l'actualité de la mi-journée.